Et si je vous révélais qu'en ce moment même, dans les bureaux d'études secrets de Moscou, des ingénieurs travaillent sur ce qui pourrait devenir l'arme ultime du combat aérien, un chasseur révolutionnaire capable de surgir de nulle part, de décoller depuis n'importe quelle surface et de disparaître avant même que l'ennemi n'ait eu le temps de réagir. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité du programme militaire le plus ambitieux que la Russie ait jamais lancé. Vous pensez connaître les chasseurs de 6e génération ? Détrompez-vous. Ce que prépare la Russie va au-delà de tout ce que vous avez pu imaginer. Nous parlons d'un appareil qui combine la furtivité absolue, la vitesse hypersonique et une capacité que seuls quelques avions au monde possèdent, le décollage et l'atterrissage verticaux. Mais attention, cette histoire cache des secrets que même les plus grands experts militaires ignorent encore. Replongeons ensemble dans les années 1980, à l'époque où l'Union soviétique réalisait qu'elle était en train de perdre la course technologique. Pendant que les Américains dominaient les océans avec leurs super chasseurs, les Soviétiques se retrouvaient avec un avion embarrassant, le Yak-38. Cet appareil, censé être leur fierté aéronavale, était en réalité une catastrophe volante. Sous-motorisé, limité en vitesse, incapable de rivaliser avec les F-14 Tomcat américains, il représentait tout ce qui n'allait pas dans l'aviation soviétique. C'est dans ce contexte désespéré qu'est né l'un des projets les plus audacieux de l'histoire militaire, le Yakovlev Yak-141. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce projet était tellement révolutionnaire qu'il a littéralement changé le cours de l'aviation mondiale. Les ingénieurs soviétiques ont réussi l'impossible. Créer un chasseur supersonique capable de décoller et d'atterrir verticalement. Imaginez la complexité technique. 3 moteurs travaillant en parfaite synchronisation. Un moteur principal avec post-combustion pour la vitesse et 2 moteurs auxiliaires uniquement dédiés aux phases de décollage et d'atterrissage vertical. Mais le véritable génie résidait dans le système de poussée vectorielle. Le moteur principal, le Soyouz R-79, possédait une tuyère orientable sur 95 degrés, permettant des transitions fluides entre vol vertical et horizontal. Une prouesse technique que même les Américains n'avaient pas encore maîtrisée. Le Yak-14-14 n'était pas qu'un simple avion, c'était une machine de guerre redoutable. Son fuselage intégrait des matériaux composites révolutionnaires pour l'époque, réduisant drastiquement son poids tout en augmentant sa résistance. L'avionique embarquée était d'une sophistication inouïe avec un radar Doppler de nouvelle génération et une suite électronique qui le plaçait au niveau des meilleurs chasseurs occidentaux. Côté armement, l'appareil était terrifiant. 6 missiles RR, incluant les redoutables R-73 et R-27, plus la capacité d'emporter des missiles anti-navires et des bombes guidées pour les missions d'attaque au sol. Cette polyvalence en faisait l'arme parfaite pour dominer les théâtres d'opérations aéronavales. Puis vint le moment de vérité. 1987, premier vol du Yak-141. Les résultats dépassèrent toutes les espérances. L'avion était stable, rapide, et réalisait des transitions parfaites entre les différents modes de vol. En 1991, l'exploit ultime. Premier atterrissage vertical réussi sur un porte-avions. Le projet semblait avoir triomphé de tous les obstacles techniques. Mais l'histoire avait d'autres plans. La chute de l'URSS en 1991 signa l'arrêt de mort brutal du programme. Du jour au lendemain, les financements s'évaporèrent, les ambitions s'effondrèrent, et le Yak-14-14 fut relégué au statut de curiosité de musée. Cependant, son héritage allait survivre de manière inattendue. Voici le twist que peu de gens connaissent. Dans les années 1990, Lockheed Martin a discrètement collaboré avec les bureaux Yakovlev pour récupérer les données techniques du Yak-141. Officiellement, les Américains n'ont jamais reconnu cette influence, mais les similitudes entre le Yak-141 et le F-35B Lightning II sont troublantes. Le système de poussée vectorielle, la configuration des moteurs, même certaines solutions aérodynamiques. Tout porte à croire que le chasseur américain actuel doit beaucoup aux innovations soviétiques des années 1980. Aujourd'hui, 30 ans plus tard,
Pourquoi la Russie ressuscite-t-elle ce projet fantôme? La réponse tient en 3 mots. Supériorité aéronavale occidentale. Pendant que Moscou peine à maintenir en état son unique porte-avions, l'admiral Kuznetsov, les Occidentaux déploient des flottes entières de chasseurs VTOL furtifs. Le F-35B américain équipe désormais les navires d'assaut amphibies, transformant des bâtiments relativement modestes en véritables bases aériennes flottantes. Cette stratégie révolutionne la guerre navale. Plus besoin de gigantesques porte-avions avec catapultes et brins d'arrêt. Des navires plus petits, plus économiques, plus nombreux, peuvent désormais projeter une puissance aérienne considérable. Les Américains et leurs alliés britanniques exploitent déjà cette supériorité tactique, laissant la Russie dangereusement à la traîne. L'admiral Kuznetsov illustre parfaitement cette décadence. Ce mastodonte de 300 mètres, emblème de la puissance soviétique passée, accumule les pannes et les avaries. Propulsion au mazout obsolète, système défaillant, incendies récurrents. Ce porte-avions est devenu l'incarnation des difficultés russes. Les travaux de modernisation traînent. Les nouveaux projets comme le porte-avions Storm restent à l'état de concept faute de financement. Dans ce contexte, relancer le programme Yak-141 devient une nécessité stratégique vitale. Un chasseur VTOL de 6e génération pourrait transformer radicalement la donne. Imaginez la possibilité d'opérer depuis des navires plus petits, plus discrets, plus faciles à construire et à entretenir. Cette flexibilité opérationnelle pourrait compenser l'absence de grands porte-avions modernes. Mais attention, le nouveau Yak-141 ne sera pas une simple remise au goût du jour de l'ancien projet. Les technologies ont explosé depuis les années 1980, et les ingénieurs russes disposent maintenant d'outils révolutionnaires. La furtivité sera poussée à l'extrême, s'inspirant des innovations développées pour le Su-57 et le Su-75 Checkmate. Structures angulaires, matériaux composites, absorbant les radars, systèmes de refroidissement avancés. Tout sera optimisé pour l'invisibilité électronique. La vitesse sera également révolutionnaire. Contrairement à l'ancien Yak-141 qui nécessitait la post-combustion pour dépasser Mach 1, le nouveau chasseur devra être capable de supercroisière, maintenir une vitesse supersonique sans post-combustion. Cette capacité multipliera son autonomie tout en réduisant sa signature thermique, le rendant encore plus difficile à détecter. L'intelligence artificielle transformera complètement la philosophie de combat. L'avionique embarquée analysera en temps réel l'environnement tactique, identifiera les menaces prioritaires et proposera les meilleures options aux pilotes. Plus encore, l'intelligence artificielle pourra coordonner les actions avec d'autres unités, drones et forces terrestres, créant un réseau de combat intégré d'une efficacité redoutable. L'armement atteindra des niveaux de létalité inédits. L'intégration de missiles hypersoniques comme le Kinzhal, capable d'atteindre Mach 10, permettra de frapper des cibles stratégiques avant même qu'elles puissent réagir. Les défenses antimissiles actuelles seraient totalement dépassées face à de telles vitesses. Une innovation encore plus futuriste pourrait voir le jour. Les armes à énergie dirigée. Lasers ou micro-ondes embarqués capables de neutraliser les missiles ennemis instantanément. Contrairement aux munitions classiques, ces armes ne nécessitent pas de rechargement et peuvent fonctionner tant que l'appareil dispose d'énergie. Imaginez un chasseur capable de se défendre indéfiniment contre les attaques missiles. Cependant, cette ambition démesurée se heurte à des obstacles titanesques. Le premier défi concerne la motorisation. Créer un système de propulsion alliant furtivité, puissance et fiabilité sans recourir à des composants étrangers représente un casse-tête technique gigantesque. Les difficultés rencontrées avec la motorisation du Su-57 montrent que ce domaine reste problématique pour l'industrie russe. Le coût astronomique du projet pose également question. Développer un chasseur de 6e génération nécessite des dizaines de milliards de dollars, un montant que la Russie peine à mobiliser. Les sanctions occidentales aggravent la situation en limitant l'accès aux semi-conducteurs et composants électroniques de pointe, ralentissant considérablement la recherche. L'infrastructure navale russe constitue un autre point faible majeur. À quoi bon développer un chasseur embarqué si les navires pour l'accueillir n'existent pas?
Construire de nouveaux porte-avions ou adapter des bâtiments existants nécessiterait des investissements colossaux que Moscou ne semble pas en mesure de consentir. L'isolement géopolitique complique encore la donne. Privée de collaboration internationale et d'accès aux technologies occidentales, la Russie doit tout développer en interne, multipliant les difficultés et les délais. Le succès de ce programme dépendra ultimement de la capacité russe à surmonter ces défis technologiques, financiers et industriels. Une chose est certaine, si ce projet aboutit, il changera à jamais le visage de la guerre aérienne moderne. L'avenir nous dira si le fantôme du Yak-141 renaîtra vraiment de ses cendres pour défier l'hégémonie occidentale dans les cieux.